Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Vivre en Grand Est, votre émission thématique proposée par la région Grand Est et les 4 chaînes locales Canal 32 en Champagne-Ardenne, Vosges TV et Moselle TV en Lorraine et enfin Alsace 20. Au programme de cette émission, le train TER sous toutes ses coutures. Nous allons parler de l'offre de transport qui vient de s'étoffer. Depuis mi-décembre, des trains circulent à nouveau entre Épinal et Saint-Dié-des-Vosges. Des ambitions évidemment écologiques du transfert ferré et enfin de la transformation encore plus qu'hier et moins que demain des gares en véritable pôle d'échange multimodal. Et nous allons évoquer tout cela avec David Valence. Bonjour. Bonjour. Bonjour David Valence, vous êtes le vice-président de la région Grand Est au transport, aux déplacements et aux infrastructures. Nous avons une petite demi-heure pour évoquer toutes ces actus du transport TER, mais avant tout un petit rappel quand même. Le budget du transport et des mobilités, ça reste le plus gros budget de la région Grand Est. Oui, on dépasse le milliard d'euros. Alors, dans ce milliard d'euros, Sur un budget global de 5. Exactement, un peu moins en fait. Un peu moins. Mais effectivement, ça représente en gros à peu près un tiers du budget régional, 30%, un petit peu moins d'un tiers. Et dans ce budget d'un peu plus d'un milliard d'euros effectif en transport, vous en avez à peu près la moitié qui est consacrée au développement du train, que ce soit sous forme de l'investissement, puisqu'on accompagne et on finance des investissements sur les voies ferrées ou autour des gares, on en parlera, ou que ce soit pour les circulations ferroviaires, puisque en fait on achète des circulations ferroviaires à la SNCF. Nous décidons si le train s'arrête à tel endroit ou s'il ne s'arrête pas et combien de trains il y a par jour. Pourquoi, rappelez-nous historiquement, très succinctement, histoire qu'on soit bien dans le contexte, le TER, ce sont les régions qui drivent la chose. Oui, c'est les régions qui commandent l'offre de transport. C'est effectif dans la région Grand Est depuis 2002. Ça avait commencé en Alsace dès 1997 comme en région Centre-Val de Loire. Et puis ça a été généralisé. Avant, ces trains étaient gérés par l'État en lien avec la SNCF. Et depuis que les régions ont pris la main, la fréquentation a fortement augmenté et surtout, il y a eu plus d'argent qui a été consacré à ces circulations ferroviaires. Donc aujourd'hui, tous les experts du transport reconnaissent que depuis que les régions sont ce qu'on appelle dans le jargon du métier des autorités organisatrices de la mobilité, depuis que les régions ont pris la main, donc le train, ça marche un peu mieux, ça ne marche pas toujours aussi bien qu'on voudrait que ça fonctionne, notamment sur des lignes comme la ligne 4 dans le sud de la Champagne ou comme la ligne Vallée de la Marne, mais ça marche en tout cas mieux que ça ne marchait quand l'État s'en occupait. Le train TER dans la région Grand Est, c'est 3000 km de voies. En 2019, 185 000 voyageurs transportés. C'était 170 000 en 2016 ou 2017, donc il y a une légère progression. Et dernier chiffre pour poser un petit peu le contexte, 54% de la population du Grand Est vit à moins de 5 km des 120 gares du réseau TER de la région Grand Est. David Valence, beaucoup d'actu en ce début d'année 2022 en matière de TER, en matière de TER, pardon. C'est notamment ce que la région présente comme un véritable choc d'offres TER, c'est-à-dire. Vous savez, avec la crise de la Covid-19 et notamment les confinements successifs, on a vécu, et tout le monde s'y attendait, une baisse de fréquentation des trains. Et aujourd'hui, sur beaucoup de lignes, on n'est pas encore revenu à 100% du nombre de personnes qui prenaient le train avant le 1er janvier 2020, avant que la crise s'accélère, avant le mois de mars 2020 également. Et donc, il y a deux attitudes. Quand vous n'avez plus autant de monde qu'avant dans les trains, même si aujourd'hui on est souvent à 80-90% de fréquentation par rapport à ce qu'on avait avant sur les lignes ferroviaires qui existent dans le Grand Est, il y a deux attitudes. Soit vous dites, il y a moins de monde, donc on met moins de trains. Soit vous vous dites, je vais consacrer plus d'argent pendant quelques années que ce que je mettais auparavant, mais si je mets plus de trains, j'irai chercher des voyageurs en plus. J'irai reconquérir de la clientèle. Et c'est le pari qu'on a fait. C'est assez gonflé, mais c'est la preuve que pour nous, le train, c'est la colonne vertébrale des mobilités collectives. On a cette responsabilité. On souhaite aussi que le train d'aujourd'hui soit adapté aux personnes qui l'utilisent aujourd'hui. Et donc, dans ce choc d'offres, par exemple, une des choses qui est la plus marquante peut-être, c'est l'augmentation du nombre de trains, puisqu'on en a commandé plus à la SNCF le week-end. Je prends un exemple. Sur la ligne Vallée de la Marne, entre Châlons-en-Champagne, Épernay et Paris, vous aurez le samedi, désormais, 6 trains de plus, c'est-à-dire 3 allers-retours de plus. Et ça permet, par exemple, à des Parisiens qui voudraient aller visiter Épernay, on sait qu'il
il y a quelques activités pétillantes et beaucoup de choses à découvrir à Épernay. Ça leur permet de le faire dans la journée et de revenir le soir. À l'inverse, ça permet à des Sparnassiens ou à des habitants de Châlons-en-Champagne d'aller à Paris en fin de journée, d'y passer la soirée pour aller au cinéma ou au théâtre, et puis de revenir le lendemain matin. Donc 6 trains de plus, 3 allers-retours. Même chose sur la ligne Nancy-Saint-Dié-des-Vosges, par exemple, en Lorraine, où on aura le samedi 9 trains de plus, ça fait à peu près 4 allers-retours, un petit peu plus, Mhm. par jour, le samedi. Et puis on a aussi une augmentation d'offres en semaine sur certaines lignes. Je donnais 2 exemples. C'est vrai sur la ligne Strasbourg-Mulhouse, où on aura 13 trains de plus dans les jours de semaine, c'est-à-dire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc c'est surtout des trains à heure creuse, parce que parfois quand vous avez un rendez-vous qui dure moins longtemps que vous ne le pensiez, quand vous allez voir un médecin, ça dure souvent plus longtemps, Mhm. vous devez pouvoir prendre un train à un autre horaire que celui que vous aviez prévu de prendre. Donc il faut de l'offre en milieu de journée. C'est ce qu'on fait sur la ligne Strasbourg-Mulhouse. Et c'est ce qu'on fait également, par exemple, sur une ligne comme Nancy-Neufchâteau, où il y aura désormais 2 trains de plus David tous les Valence, jours. vous avez cité la Champagne-Ardenne. Je vous propose justement d'aller voir un reportage tourné en Champagne-Ardenne par nos camarades de Canal 32. Pardon. Des temps de trajet plus courts et des cadences augmentées. Le conseil régional a voulu créer un choc d'offres sur la ligne Charleville-Mézières-Givet. Concrètement, cette nouvelle desserte, c'est 20 trains en plus par semaine, ce qui représente 10% d'offres en plus la semaine et jusqu'à 20% le week-end. Un train à l'heure tout au long de la journée, renforcé à la demi-heure en heure de pointe. Les trains sont principalement composés d'une rame, mais on a une particularité, c'est qu'il y a une utilisation importante des scolaires, notamment sur les heures de pointe. Et là, on a ponctuellement des trains qui sont renforcés avec une double rame. C'est 2000 voyageurs par jour. C'est vraiment une ligne du quotidien. Sur 64 km, cette ligne dessert 13 points d'arrêt, menacée dans le passé de fermeture. Après 10 ans de travaux de régénération chaque été, celle-ci permet désormais d'effectuer les trajets plus rapidement. Alors que nous avions des temps de parcours d'1h10, 1h15 parfois, nos meilleurs temps de parcours sont maintenant à 55 minutes. Et pour le premier été, en 2022, nous allons avoir des trains qui vont circuler et nous travaillons avec le conseil régional à une offre d'été qui sera tournée vers le tourisme et qui permettra de mettre en valeur les atouts de cette belle vallée de la Meuse. La mise en avant des attraits du nord des Ardennes pourrait prendre la forme de QR code ou de cartes dans les rames et d'une campagne d'affichage. Voilà, David Valence. Donc cet exemple concret, comme vous venez de nous le préciser, donc en Champagne-Ardenne, et puis vous l'avez dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'autres petites lignes évidemment concernées. L'objectif global de ce choc d'offres, comme dit la région, c'est donc des investissements pour une meilleure offre et à terme un équilibre entre les dépenses et les recettes pour le train. Aujourd'hui, c'est d'abord le contribuable qui finance le train régional, puisque à peu près 65%, le fonctionnement du train régional tous les jours, des TER, est financé par la région Grand Est, c'est-à-dire par le contribuable. Les usagers financent 35%. On sait que durablement, on a des offres qui sont solides quand le pourcentage de financement par les usagers est bon. Donc 35%, c'est mieux que d'autres régions ailleurs en France. Et en même temps, on a besoin que ce taux, au moins, il se stabilise à 35, voire qu'il augmente. Mais notre objectif numéro 1, c'est d'abord que les citoyennes et les citoyens du Grand Est prennent le train. Pourquoi ? Parce que utiliser sa voiture, ça coûte entre 30 centimes et 36 centimes du kilomètre sur ses trajets. On ne s'en rend pas compte parfois parce que, évidemment, l'assurance, vous ne la payez pas tous les jours. Les réparations, les grosses réparations, vous ne les payez pas tous les jours. Le carburant, vous le payez une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours selon l'usage que vous en faites. Mais en attendant, ça coûte ce prix-là. Et donc prendre le train avec les abonnements ou les cartes de réduction occasionnelles qu'on propose, On en reparlera un peu c'est plus tard. presque toujours moins cher que de prendre sa voiture. Donc c'est à la fois une solution économique, le train, c'est une solution écologique aussi, évidemment. Et à cet égard, on a des comparateurs sur le site de la région Grand Est qui permettent, Fluo Grand Est, de regarder quelle économie d'énergie et d'émissions carbone on fait quand on prend le train. Exemple, Et voilà. c'est ça l'objectif numéro 1 qui est le nôtre,
développer l'usage du train pour tous dans tous les territoires du Grand Est. Allez, vous venez de parler de cet éco-comparateur. Voici une capture d'écran du site internet, donc TER Grand Est, cet éco-comparateur. Alors, je me suis amusé à faire un petit test, évidemment. Où on va regarder, par exemple, un trajet sur la ligne Épinal-Strasbourg le week-end. Sur la ligne Épinal-Strasbourg, on constate effectivement on va le voir en écran derrière vous, derrière nous, on constate en effet qu'un trajet en voiture, ça coûte grosso modo 10 € et qu'un trajet en train, ça coûte 8,80 €. Et en revanche, déjà, petite évidemment réduction. Et puis pour ce qui est... Ah, voilà, il est à l'antenne, pardon. Et en termes d'émissions de gaz à effet de serre, ce trajet, donc je répète, Épinal-Strasbourg, 20 kg de CO2 par trajet émis, et en train, c'est seulement 1,34 kg. Les chiffres sont clairs? Oui, les chiffres sont très clairs et ils incitent en particulier à acheter des cartes de réduction qui sont peu coûteuses. Alors là, par exemple, on est sur une carte Presto moins 70%. Ça, c'est le week-end, c'est pour les plus de 26 ans. Alors, petite précision, quid de l'abonnement et de la carte de réduction? L'abonnement, c'est quand vous prenez, donc vous décidez d'utiliser le train majoritairement sur une liaison. Par exemple, entre Strasbourg et Sarreguemines ou entre Épinal et Nancy. Donc vous achetez l'abonnement pour ce type de trajet. Et donc vous avez un tarif qui est très cassé par rapport au tarif normal. Ça, c'est pour les usagers réguliers, ce qu'on appelle les navetteurs, c'est-à-dire ceux qui vont travailler, par exemple, à Nancy quand ils habitent à Épinal. Domicile, travail. Ou à Strasbourg quand ils habitent à Sarreguemines. Et puis vous avez les autres types d'usagers qu'on appelle les occasionnels, c'est-à-dire la personne qui va prendre le train une fois par semaine, une fois par mois ou même 3 ou 4 fois par an pour aller faire ses courses, pour aller consulter son médecin, pour aller voir son fils qui fait des études dans une ville universitaire, bref. Pour ces personnes-là, on propose ce qu'on appelle des cartes de réduction. Et le nouveau système qu'on va mettre en place, qui n'est pas sur l'écran que vous affichez à l'instant, c'est un système dans lequel on aura droit, après avoir acquis cette carte, 1 € pour les moins de 26 ans, 20 € pour les plus de 26 ans. Ça, c'est tout de suite, là, le 1er février. À partir du 1er février, on aura le droit à avoir 50% sur tous les trajets, la semaine ou le week-end. Donc effectivement, c'est incitatif, y compris quand on prend peu le train, on a intérêt à acheter une carte de réduction pour Fluo Grand Est. Carte de réduction qui coûte, je disais, 1 € ou 20 €. 1 € 1 € pour les jeunes, 20 € pour les autres. Voici le logo. Ce sera toujours Primo Presto? Ce sera Fluo Grand Est. Ah, Fluo Grand Est. Ah, pareil, ça c'est Primo Presto, c'est actuel, mais donc ça va évoluer très prochainement. C'est important, évidemment, la communication, simplifier au maximum la communication pour donner envie de prendre le train. Oui, c'est toujours, vous savez, communiquer sur une offre ferroviaire, c'est jamais simple. Et il faut toujours penser, quand on finance le train, aux gens à qui ça ne vient même pas à l'idée de prendre le train. C'est-à-dire, moi j'ai été très frappé il y a quelques années quand je travaillais avec mon équipe municipale à Saint-Dié, puisque je suis maire d'une commune, sur les travaux à réaliser autour de la gare. J'étais très frappé de ce que plusieurs des personnes de mon équipe me disaient sur la gare. Et ils me disaient, quand on les poussait dans leur retranchement, mais le train, c'est pas pour nous. Et il y a probablement, au moment où on parle tous les deux, beaucoup des personnes qui vont regarder cette émission qui se disent le train, c'est pas pour moi parce que c'est compliqué, parce que c'est trop cher, parce que j'ai pas de gare près de chez moi. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de rendre les choses le plus simple possible. On essaye de rendre le plus simple possible le fait d'arriver à la gare. C'est tous les accompagnements financiers dont on parlera pour les aménagements autour des gares qui sont réalisés par les communes ou les intercommunalités, mais la région finance très largement. Rendre plus simple, c'est rendre plus simple les tarifs, plus lisibles, effectivement, qu'on ne se perde pas dans 50 tarifs différents pour prendre le train, parce que sinon, on ne s'y retrouve pas. Donc là, il y a l'abonnement pour les gens qui prennent le train toujours sur la même ligne, il y a les cartes de réduction pour les gens qui prennent le train de temps en temps, et puis il y a le plein tarif, mais qui n'est que minoritaire. La plupart des gens payent des tarifs qui sont amoindris en Grand Est. Et puis, faire simple, c'est aussi faire simple dans les grilles horaires, c'est-à-dire avoir un maximum de trains pour qu'on ne se dise pas ah là là, j'ai pas le temps, donc je ne prends pas le train parce que sinon je serais obligé de rester 3 heures de plus sur place. Et faire simple, c'est aussi avoir autant que possible du cadencement, c'est-à-dire des horaires qui sont toujours les mêmes, 7h34, 8h34, 9h34, 10h34, ou à la demi-heure, 7h34, 8h04, 8h34, 9h04, 9h34. Voilà, faire simple pour qu'un maximum de personnes
puissent avoir les moyens et surtout puissent avoir l'intention d'emprunter le train parce que c'est écologique et parce que c'est économique. On a évoqué évidemment ce renforcement de l'offre. J'ai évoqué en introduction la fermeture et la réouverture de lignes. On vient de voir quelques images de la réouverture de la ligne Épinal-Saint-Dié-des-Vosges. On va revoir ces images puisque c'était en décembre dernier, mi-décembre. Une inauguration évidemment avec Jean Castex, le Premier ministre. La ligne avait fermé en décembre 2018. Elle est restée fermée pendant 3 ans. C'était une ligne vétuste sur le plan matériel et puis sur le plan organisationnel. Aujourd'hui, elle est rouverte avec un seul arrêt, enfin 2 arrêts, un arrêt à Arches et à Bruyères. Une belle illustration, David Allance. Très honnêtement, nous sur le terrain, on le voyait, certains n'y croyaient pas. Voilà, au bout de 3 ans, la ligne a rouvert. C'est une vraie volonté de notre part et c'est vrai que c'est la seule ligne en France qui est rouverte en 2021. Donc ce n'est pas un petit événement. C'est pas un petit événement. Je dirais que c'est la face immergée de l'iceberg, au sens où la région fait preuve d'une très forte volonté et d'un vrai pari ferroviaire. C'est vrai dans l'ensemble de notre territoire. Je vais vous donner un autre exemple. On travaille en ce moment avec nos partenaires allemands, les Länder de Saar, de Rhénanie-Palatinat et du Bade-Württemberg, à avoir des vraies liaisons transfrontalières vers l'Allemagne, Strasbourg-Neustadt, Strasbourg-Offenbourg-Karlsruhe, et évidemment Strasbourg-Sarreguemines-Saarbrück, et puis également pour la Moselle, entre Metz et Trèbes. On travaille avec eux donc à finalement créer des lignes, parce que la semaine, sur la plupart des lignes que je viens d'évoquer, la semaine, il n'y a pas de train direct, et vous devez changer dans des gares frontalières, parce que le train n'est pas le même pour des raisons techniques, et les configurations de voies ne sont pas les mêmes en France et en Allemagne. On va donc se retrouver sur des lignes où, parfois, celle que j'ai citée, entre la France et l'Allemagne, il n'y avait aucun train la semaine, et on va avoir 7, 8, 9 allers-retours par jour. C'est une ambition très forte. Et donc, Épinal-Saint-Dié, c'est un grand symbole, parce que dans des territoires qui ont beaucoup perdu, c'est quelque chose qui revient. Et c'est surtout donner la possibilité aux Spinaliens d'aller à Strasbourg et aux Bruyérois de retrouver le train. Mais d'aller à Strasbourg sans nécessairement de correspondance d'ailleurs à Saint-Dié-des-Vosges. Ça aussi, c'est une vraie nouveauté. C'est effectivement une nouveauté. Ce que je voulais dire, c'est qu'il ne s'agit pas de rouvrir des lignes ferroviaires, c'est le cas ici, ou de développer des lignes ferroviaires, comme on en a parlé pour les lignes transfrontalières, de la même façon qu'on le faisait il y a 30 ou 40 ans, parce que les gens d'aujourd'hui sont plus ceux d'il y a 30 ou 40 ans. Donc c'est vrai que, par exemple, entre Épinal et Saint-Dié, il y a moins d'arrêts aujourd'hui qu'il y en avait il y a encore 4 ans ou 5 ans. Mais il y a 4 ans ou 5 ans, il y avait très peu d'usagers. Et ce que beaucoup d'usagers disaient, c'est que le nombre d'arrêts faisait que le temps de parcours était beaucoup plus long que la voiture, et donc ils préféraient prendre la voiture. Aujourd'hui, on est bel et bien à 53 minutes. On est à 53 minutes, comme c'était annoncé, un temps de parcours qui est très compétitif avec la voiture, comme je vais le constater tout à l'heure en rentrant à Saint-Dié-des-Vosges. On a parlé de Jean Castex tout à l'heure, je vous propose de l'écouter. Il était au micro de Marie-Danielle Rogovitz. Monsieur le Premier ministre, qu'est-ce qu'on peut dire à tous les usagers qui attendent l'ouverture d'une ligne? Prenez le train. En milieu rural. En milieu rural comme partout, prenez le train. Voilà, c'est l'intérêt national, je crois. C'est d'abord les défis de la transition écologique. C'est le train aussi un atout pour le développement économique. C'est aussi une conviction qui ne vous étonnera pas dans ma bouche en faveur de la ruralité et des territoires de notre République. Voilà, donc je pense que c'est un excellent investissement dont vont profiter les populations et dont profitera le pays. Voilà, vous avez parlé de symbole, il y a aussi un autre symbole qui va toucher cette ligne, alors avec d'autres, c'est cette fameuse ouverture à la concurrence de certaines lignes ferroviaires de notre région, de la région Grand Est. Elle en fait partie. Où en est-on? Alors, effectivement, pour le moment, on a deux groupes de lignes, je vais dire ça comme ça, qui vont être ouverts à la concurrence dans un premier temps. Je dis bien dans un premier temps. C'est d'abord la ligne Nancy-Contrexéville, donc le sud de la Lorraine, la Meurthe-et-Moselle-les-Vosges, qui est fermée. Qui dessert Mirecourt, Vittel. Voilà, qui dessert Mirecourt et Vittel, et qui est fermée depuis fin 2016, pour les mêmes raisons, parce que pendant plus de 30 ans, il n'y a pas eu assez de travaux lourds sur cette ligne, et donc qu'il faut la moderniser. On souhaite à la fois prendre la main sur l'infrastructure, c'est-à-dire décider qui va faire les travaux, puisque c'est possible maintenant dans la loi, et ouvrir à la concurrence cette ligne. Et puis on a un groupe de 3 lignes
Épinal-Saint-Dié-des-Vosges, Saint-Dié-des-Vosges-Strasbourg et Strasbourg-Célestat par le vignoble, c'est-à-dire Strasbourg-Bar-Célestat, qui vont également être ouvertes à la concurrence. On a publié Mais les appels sur d'offres. un autre principe. On a publié, dans les deux cas, il y aura bien une délégation de l'infrastructure. On a publié les appels d'offres l'an dernier. Le cahier des charges pour Nancy-Contrexéville a été publié en juillet de cette année. Pour l'autre lot que je viens de citer, ça ne saurait être trop tardé. Et donc, normalement, on sera dans une effectivité de l'ouverture à la concurrence au courant de l'année 2023, plutôt à la fin 2023, début 2024 donc. Et puis, il y a un autre paquet de lignes, un groupe de lignes qu'on souhaite ouvrir à la concurrence. Ce sont précisément les lignes transfrontalières dont je viens de parler, à destination de l'Allemagne. Et là, on est sur un calendrier qui est décalé d'environ 2 ans, plutôt à l'horizon fin 2024, début 2025. Je voulais insister sur la question de l'infrastructure, c'est-à-dire la voie ferrée. Il n'y a pas que la voie, il y a la signalisation, les ouvrages d'art qui sont les ponts, les ouvrages en terre qui sont les talus. L'infrastructure, pendant des années, sur beaucoup entre guillemets, de petites lignes ferroviaires, en Grand Est comme en France, elle a été négligée parce que le pari, c'était le tout grande vitesse. Si on a réussi à rouvrir Épinal-Saint-Dié, c'est le fruit de la volonté politique de la région, du président de la République qui était venu à Saint-Dié-des-Vosges en 2018 et qui avait pris cet engagement. Et l'État a financé à hauteur de 40% la rénovation de la ligne. Et On voit quelques images des travaux. Cette volonté politique, elle trouvera à se déployer, politique au bon sens du terme, elle trouvera à se déployer vers les lignes transfrontalières et aussi entre Nancy-Contrexéville, parce que normalement, entre Nancy-Contrexéville, on devrait vivre une réouverture de ligne. Je dis normalement parce qu'il faut que les offres, évidemment, soient intéressantes, qu'on va recevoir pour rénover la voie ferrée, mais c'est la volonté de la région, on y a consacré beaucoup d'énergie, et c'est vrai aussi sur le transfrontalier, où il y a besoin de gros travaux entre Sarreguemines et Strasbourg, par exemple. Les usagers savent qu'aujourd'hui, il y a des ralentissements, il y a des perturbations sur cette ligne qui durent depuis de nombreuses années, et donc il faut refaire la voie, et là, on le fera de façon plus classique, mais là aussi, la région mettra une somme très importante pour rénover la voie ferrée. Voilà, vous parlez d'argent. La ligne Épinal-Saint-Dié, par exemple, c'était 21 millions d'euros, 12,6 apportés par la région et 8,4 par l'État. Hélas, on est déjà au terme de cette émission, mais je vais quand même prendre quelques secondes, quelques minutes. On va regarder tout de suite, si vous voulez bien, quelques images du pôle d'échange multimodal d'Agno, qui est aussi une autre illustration de cette ambition, évidemment, en matière de transport et de maillage du territoire pour faciliter les mobilités. L'ancienne gare a été rasée, on le voit sur ces images, celle-ci est flambant neuve. Les ambitions ? Agno est une des principales gares d'Alsace. Comme Célestat, elle a bénéficié effectivement d'un accompagnement régional très fort dans les investissements. L'idée, c'est que, mais de façon plus modeste, vous pouvez trouver des projets d'aménagement de gare. Vous pouvez en trouver à Bayonne. Il y en a un qui a été inauguré il n'y a pas très longtemps en Meurthe-et-Moselle. 120 gares sur le territoire. Exactement. Vous pouvez en trouver évidemment dans l'ancienne région Champagne-Ardenne, à Troyes ou dans les Ardennes. Et donc l'idée, c'est de faciliter le plus possible l'accès à la gare, qu'on soit à vélo, à pied, en voiture ou bien sûr en car ou en bus urbain. C'est vraiment cette idée de faire des gares qui parfois étaient un peu à l'écart de nos villes. C'était des endroits qu'on reléguait parce qu'il y avait souvent des activités industrielles à proximité, de faire de nos gares des cœurs de la mobilité et finalement des cœurs de ville où tout le monde se croise, le seul endroit où finalement tous les modes de transport se croisent, le train, le piéton, le vélo, la voiture, le car et le bus. C'est ça l'objectif. Et même les services, puisque à la gare d'Agno, il y a aussi des services de la région Grand Est. C'est juste, effectivement, l'idée c'est aussi que les gares soient des lieux de vie. Alors on travaille avec la SNCF là-dessus et à chaque gare, il y a son projet. En effet, il y a des gares où on accueille des services de transport urbain pour délivrer des titres de transport. Ça, c'est vrai dans les agglomérations. Il y a des gares dans lesquelles ont été aménagées, il y a déjà quelques années, des médiathèques. C'est le cas à Viche, par exemple, en Alsace. Il y a des gares dans lesquelles vous pouvez avoir des restaurants qui s'aménagent selon les modèles un petit peu rénovés du buffet de la gare. Vous pouvez avoir des gares dans lesquelles vous avez des associations d'insertion qui s'installent. À chaque fois, il faut trouver un modèle parce que c'est un lieu qui est un lieu important. Et si on revient à l'histoire, c'était un des symboles du progrès dans nos territoires. Il y avait la mairie, il y avait l'école et il y avait la gare. Donc ces trois lieux-là sont toujours très chargés de symboles. Et au-delà de leurs fonctions opérationnelles qu'il faut développer, j'en ai parlé, il faut soigner ces lieux-là parce qu'à chaque fois
qu'on ouvre une gare et qu'on y met de l'activité, pas forcément le guichet traditionnel, parce que les gens aujourd'hui achètent de moins en moins leur titre de transport au guichet, et même minoritairement au guichet. Mais à chaque fois qu'on y met de l'activité, on remet de l'espoir, on remet de l'activité dans les territoires, dans les grandes gares comme dans les petites. Et dans les gares, il y a aussi, comme vous l'avez dit, cet aspect social et sociétal, évidemment. Faire société dans des lieux comme ça, évidemment, ça parle. C'est déjà le terme de cette émission. C'est très court, désolé, mais on a bien compris, évidemment, cette ambition et on va suivre cette ambition et cette actu du choc d'offres TER sur la région Grand Est avec, vous l'avez dit, dès février, de nouvelles offres tarifaires pour ce qui est des abonnements et des cartes de réduction. Enfin, surtout les cartes de réduction. David Delance, merci beaucoup. Bonne continuation. Merci à vous. Merci à vous de votre attention. On se retrouve prochainement pour une nouvelle émission.